طيب. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Espoir et Dignité TV. Aujourd'hui, nous recevons notre cher ami Dr Bachir Saad, chercheur et analyste spécialiste des dynamiques sociales et politiques du Moyen-Orient. Avec lui, nous allons essayer de décrypter les enjeux du dialogue pour la paix au Moyen-Orient, dans un contexte marqué par des tensions persistantes entre Israël et les Palestiniens à Gaza surtout, et entre Israël et le Liban, mais aussi par le rôle des puissances régionales et internationales. Docteur Saad, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. J'aimerais bien commencer avec votre lecture du contexte actuel. Comment vous voyez, juste presque quelques jours après la signature de l'accord, comment vous voyez la situation, surtout pour ce calvaire vécu par la population palestinienne à Gaza. Il continue à vivre ça, oui. Ok, donc en fait, comme on voit, les images parlent plus que les mots dans ce conflit, dans ce désastre qui a lieu. La plupart des choses qu'on peut conclure sont tellement déjà claires dans les images qu'on a vues. On a vu les queues, les énormes files de gens qui essaient de revenir chez eux, mais en même temps, on sait que les Israéliens sont encore en train de taper et que la situation... Enfin, bien sûr, c'est toujours un désastre humanitaire. Rien n'est résolu à ce niveau-là. La plupart des gens vont revenir vers des zones qui sont déjà détruites. On a déjà des témoignages, non, enfin, c'est dans les médias. J'apprends autant des médias dans ce cas-là que quelqu'un d'autre. On voit des gens qui témoignent comme quoi ils ne trouvent rien ou... il y a un désastre, disons, qui n'a pas encore été complètement... je pense, dans cet échafaudage d'accords de paix, le côté humanitaire n'a pas été vraiment pris en compte vraiment dans ces détails. Comment restaurer une certaine... j'ose pas dire normalité de vie, parce que bon, ça va pas se faire aussi simplement que ça. Mais au moins qu'il y ait comme une sorte de plan à ce niveau-là, et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de pensée à ce niveau-là. On est encore dans un court terme politique par rapport à cette affaire. Oui. Est-ce que vous croyez à la bonne volonté de Trump de réaliser ce projet de paix, où on évoque un deal entre lui et Netanyahou, un deal entre Trump, l'administration américaine, et aussi l'aile extrémiste du gouvernement? Bon, la majorité sont des gouvernements extrémistes, avec Smotrich et Ben Gvir concernant la situation de Jérusalem, la situation de la Cisjordanie. Est-ce que vous croyez à ce projet? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est vrai? Et il y a cette volonté de chercher la paix entre les Palestiniens et les Israéliens? Bon, il y a différents niveaux. Au niveau américain et surtout au niveau de Trump, parce que Trump c'est quelque chose et l'administration américaine c'est autre chose. Et au niveau de Trump, c'est définitivement une victoire et une ambition de victoire qu'il a besoin de mettre sur son pédigré, si vous voulez. C'est comme l'homme à faire la paix. C'est quelque chose qu'il cherche depuis le début de son terme. Et donc, il avait besoin de quelque chose... c'est vraiment, on est dans le sensational, dans le sensationnel, dans le média sensationnel. On a un deal, on a quelque chose, on a un accord. Je ne pense pas que... Je pense dans le cas de cet accord, il y a vraiment une sorte de boost pour Trump et pour Netanyahou d'une certaine manière. Ça sauve un peu la face de Trump faisant négociateur de paix, et d'un autre côté, ça oblige Netanyahou ou ça transitionne Netanyahou entre chef de guerre à quelque chose d'autre. Et, vu que Netanyahou justement fait face à 30 000 pressions de l'intérieur de son parti, comme vous dites, de caractère comme Smotrich, beaucoup plus radicaux. Enfin, je dis pas que Netanyahou n'est pas radical, je dis juste que
que là, on est vraiment dans un discours beaucoup plus open de complètement anéantir Gaza, etc. Je pense la priorité de Netanyahou, c'est de voir une fin politique à Hamas. En tous les cas, c'est ça qui se comprend. Et dans ce cas-là, il y a quand même un échec. On peut en parler après, je pense, parce que ça n'a pas encore eu lieu. Et tous font comme si Hamas n'existait pas. Et donc cet accord c'est comme une sorte de superposition à une réalité qui n'est pas vraiment là. Donc comme c'est le cas, l'accord est assez light, il est assez fragile et ça a plus un rapport avec, oui, un boost électoral, une certaine image que donnent ces deux chefs d'État qui cherchent des victoires médiatiques surtout, quoi. Et comment vous justifiez l'acceptation de la résistance palestinienne de cet accord? Est-ce que la facture humaine qui a poussé la résistance palestinienne à faire des concessions et accepter? Oui, enfin, il est indéniable que la résistance palestinienne a déjà, pour commencer, a souffert beaucoup de coups, déjà au niveau de la résistance elle-même. Et le coût humanitaire qui est extraordinaire. Et jusqu'à maintenant, ils essayaient justement de enfin, c'est eux qui ont poussé certains accords tout au long de ces trois dernières années. Ils n'ont pas arrêté d'être d'accord sur des échanges de prisonniers, sur des échanges d'otages, mais c'est surtout Israël qui arrêtait le processus parce que justement les Israéliens voyaient une opportunité pour affaiblir ou continuer à affaiblir Hamas d'une manière ou d'une autre et éviter faire pression sur la population de Hamas, sur la population, pas de Hamas, la population de Gaza. Et donc comme les Israéliens voyaient toujours qu'il y avait opportunité de continuer ça, ils rejetaient ces accords-là. Je pense qu'il faut voir l'accord avec Hamas du côté de Hamas, pas comme une nouveauté, mais comme finalement les Américains et les Israéliens acceptant ce que Hamas a voulu depuis le début, et non pas une nouvelle stratégie de la résistance. Est-ce que vous pensez que cet accord va résister avec ces garanties, soi-disant, ces garanties diplomatiques étrangères, puisque Israël n'a jamais respecté un accord avec les Palestiniens, même Oslo, hein, on a vu l'histoire de Arafat et tout. Est-ce que ces garanties, soi-disant, des pays arabes et de Trump vont garantir la résistance de cet accord, vous pensez? Non, je pense pas. Je pense que le problème palestinien, la question palestinienne, historiquement, n'a jamais été réglé de cette manière-là. À chaque fois qu'il y a, il y a un problème structurel. Le problème structurel, c'est qu'internationalement, il n'y a pas assez d'intérêts vraiment vitaux pour des pays comme les États-Unis et même l'Europe, etc., ou des pays européens, pour vraiment forcer des concessions, dans ce cas-là, aux Israéliens, sur les Israéliens, puisque c'est eux le pouvoir dominant. Et comme il n'y a pas ça, le pouvoir dominant continue à essayer de prendre avantage. Et tant qu'il y a ça, une résistance sera toujours là, sauf si on anéantit tout le monde, ce qui est pratiquement pas faisable. Donc Hamas, s'affaiblit, elle se renforce dans quelques années, quelque chose d'autre émerge, etc. Et comme il y aura toujours ça, tant qu'il n'y a pas vraiment une discussion de fond sur le problème politique de la colonisation, de tout ça, il n'y aura pas, il y a pas d'accord. L'idée qu'il y ait un accord où on ramène une autre administration fantoche qui prenne le dessus sur Gaza, il y a même des pourparlers comme Mahmoud Abbas, qui n'est même pas reconnu en Cisjordanie comme légitime presque, qu'ils prennent le dessus sur Gaza, après les Israéliens vont venir et ils vont dire ils arrivent pas à maintenir l'ordre, donc on doit rentrer. Et donc ce sera
une répétition de l'histoire. Les Israéliens finissent par dire les Israéliens n'arrivent pas, les Palestiniens n'arrivent pas à faire ça. Donc nous, on doit rentrer pour des raisons de sécurité. Donc, enfin déjà, eux, ils sont pas sortis. Hein. Ils occupent la Cisjordanie et ils occupent Gaza. 50% de la Cisjordanie et 53% de Gaza, oui. Oh, mais techniquement, ils ont, on dit 50%, c'est vrai, mais enfin, dans mon opinion, c'est vraiment que ils ont une vision stratégique de toute la Cisjordanie. Enfin, il n'y a pas, enfin, bien sûr, ils encerclent enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, oui. Docteur Saad, est-ce que vous pensez que c'est cette idée de nommer une direction sous forme de protectorat, de commission de gestion dirigée par Tony Blair, c'est faisable pour les Palestiniens sur le terrain? Est-ce que c'est applicable sur le terrain, sur la spécificité politique, institutionnelle et populaire de Gaza? Est-ce que c'est faisable? Sur papier, c'est théoriquement oui, mais le problème, c'est que je pense toute cette discussion, je ne pense pas que les partis politiques en place, les forces politiques en place ont complètement envisagé ce qui va se passer, alors que les Israéliens l'ont envisagé. Ils ont fait ce qu'ils, plus ou moins, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Donc quelque part, quoi qu'il se passe à Gaza, le but israélien, c'est de complètement contrôler Gaza. S'ils ne peuvent pas la contrôler d'une manière terrestre, parce qu'ils créent un problème humanitaire qui va finir par exploser, les Européens ne supportent pas, les Américains ne supportent pas, donc il y aura toujours pression. Ils vont trouver une autre manière de contrôler Gaza. Ça va toujours être comme ça. Ils ne vont jamais accepter un Gaza indépendant ou qui a une certaine autonomie. Donc maintenant, l'idée, c'est comment cette commission ou ce genre de groupe vont travailler avec les Israéliens d'une manière à ce que les Israéliens puissent contrôler les points vitaux, la population, à s'assurer que des trucs comme Hamas, une force comme Hamas ne se développe plus, etc. Et Dr Saad, beaucoup des observateurs confirment que cet accord il aura des répercussions sur la région. Ça va pousser Israël à achever l'existence de Hezbollah en Liban à travers des pressions exercées en collaboration avec les Américains, les Français et tout, les pressions économiques, sociales, aussi les Saoudiens qui sont mis au service de ce projet de désarmement et d'affaiblissement de Hezbollah, et en même temps, Israël va terminer avec le travail avec l'Iran. Terminer le travail, notion souvent utilisée par Benjamin Netanyahu et par le lobby aussi sioniste qui a justifié les massacres contre les femmes, les enfants à Gaza. Ils vont aussi opter vers se doctrine aussi vers l'Iran, le Liban, le Yémen et tout. Syrie déjà elle est divisée, il y a beaucoup de questions concernant qui entourent aussi la légitimité de Ahmed Shara, les motivations de nomination de Ahmed Shara. On voit comment il est passif, silencieux face aux agressions israéliennes et tout. Mm-hmm. Ok, c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe là, parce que je pense que Israël a pu faire contre Hezbollah et même Hamas a déjà été fait. Ok, s'il y a un accord aujourd'hui, c'est qu'il y a un changement de stratégie de comment continuer ce qui a ou consolider ce qui a déjà été fait. So, dans le cas de Hezbollah, la collision entre Hezbollah et Israël qui a eu lieu l'année dernière, etc., est arrivée à aboutir à un certain affaiblissement du Hezb, mais pas à son anéantissement total. Et la raison pour laquelle, et ce fait-là fait que Israël ne peut pas complètement éliminer Hezbollah. Enfin, c'est très possible. Il y a des gens qui parlent d'une seconde guerre qui puisse arriver et qu'il y ait une autre collision aussi face à face que ce qui a eu lieu l'année dernière. Moi, la manière dont je vois les choses maintenant, c'est que
Oui, c'est possible que ça arrive, hein, ça, c'est sûr. Mais il y a aussi le fait que Israël a testé ce qu'elle peut faire contre Hezbollah et elle est arrivée à un mur. Elle a réussi à éliminer ce qu'elle voulait, ce qu'elle pouvait éliminer et ce qu'elle peut pas. Maintenant, elle le fait, elle continue à le faire, mais à travers des drone strikes. Et tous les jours, ça se fait. Ce matin, d'ailleurs, il y a eu une. Hier, il y en a eu une autre. Enfin, chaque jour, il y a des. La guerre avec Israël. Vous expliquez l'absence de réaction de l'État de Liban officiel, et surtout, c'est expliqué, hein, et tout, mais surtout de la réaction de la résistance libanaise. Il n'y a pas de réaction. Est-ce que Israël a réussi à affaiblir le Hezbollah? Ben, Il a dit fait, par exemple, votre collègue Gilbert Ashkar a confirmé que Hezbollah a perdu cette guerre et Israël a fini avec l'existence de la résistance libanaise. Nous parlons plus de la réaction de l'État. Oui, je suis pas d'accord parce que si Israël avait fini avec Hezbollah, on n'aurait plus eu toute une série de courses diplomatiques. Toute l'année dernière a été consacrée à les Américains qui viennent et qui partent, qui supplient le gouvernement libanais pour essayer de convaincre Hezbollah de démilitariser. Les Israéliens tapent tous les jours, ils tapent au Liban. Si c'est fini, Hezbollah, donc pourquoi il y aurait tout ça? Non, il y a toujours un problème qui est là. Hezbollah a pris un grand coup, c'est sûr. Mais Hezbollah est là, il a toujours des armes, il existe, il a complètement changé de stratégie, c'est pour ça qu'il est silencieux. Il n'a aucun intérêt, je pense, ou d'avantage militaire maintenant de montrer ses muscles, on va dire, un truc comme ça, parce que oui, il a perdu une grande partie de sa force, ou de sa force, de ses avantages, stratégiques. Et donc, on ne sait pas ce qui va se passer dans les quelques années à venir, mais il est sûr que Hezbollah n'a pas disparu et qu'il est là. S'il avait disparu, on n'entendrait pas les chancelleries européennes et américaines et les Israéliens taper du pied pour ça. Et je ne pense pas que Oui. Juste pour clarifier une dernière chose, je ne pense pas qu'il y a eu un cessez-le-feu entre Israël et le Liban parce que les Israéliens ont pensé « Ah, ça suffit, on a assez tapé ». Il y a eu un cessez-le-feu parce qu'ils ont été obligés de faire un cessez-le-feu. Parce qu'il y a eu un moment où ils sont arrivés devant un mur. Ils ne pouvaient plus rentrer et garder et consolider au niveau terrestre. Et de l'autre, ils n'arrivaient pas complètement à finir avec Hezbollah. Et Hezbollah se rapprochait dans Tel Aviv de cibles, ils cassaient à gauche et à droite. Il y a eu il faut reconnaître ici qu'il y a quand même Hezbollah a une sorte de force contre Israël. Mais, docteur Saad, il n'y a pas seulement que les Israéliens qui cherchent la tête de Hezbollah, avec la complicité des États-Unis, des Britanniques aussi, qui exercent aussi le contrôle, le soutien logistique et tout. Les Français aussi, on évoque même que Saïd Hassan Nasrallah a été piégé par un émissaire français concernant les pays. Il y a l'histoire va nous donner la vraie version. Mais aussi, il y a les pays arabes. Il y a les Saoudiens, les Turcs, les Qatariens, les Égyptiens. Tous veulent finir avec Hezbollah comme ils ont voulu finir avec Hamas. Hein. Avec Hamas, les Saoudiens, ils sont en train d'exercer le chantage. Hein. Cette relation conflictuelle entre Hezbollah et les Saoudiens, il est bien connu. Il n'y a pas place au niveau des États de la région, il n'y a pas de place à un projet de résistance. C'est simple. Ça a toujours été le cas depuis les quelques décennies. Et c'est ce que tous ces États veulent. Et vous étiez en train de mentionner le gouvernement au Liban. Le gouvernement au Liban, le problème, c'est qu'il est il est à la solde des Américains. Enfin, il a été placé là pour gérer l'après-guerre avec Israël, pour continuer ce processus de réguler ou contrôler le phénomène Hezbollah d'une certaine manière ou d'une autre. C'est sa mission principale au Liban. On n'a même pas commencé à faire autre chose. On n'a pas de politique encore au Liban, à part, le seul focus, l'obsession, c'est
comment désarmer Hezbollah. Ils sont là pour ça exactement. Mais bon, ils n'ont pas de force. Mon chéri, mais c'est quelque chose de triste aussi. On évoque que Joseph Aoun, c'est un fonctionnaire chez les Américains et, comment s'appelle le premier ministre actuel c'est un fonctionnaire chez les Saoudiens aussi, Nawaf Salem. Nawaf Salem. Vraiment, c'est triste, hein, c'est triste malheureusement, parce qu'on voit les positions de Nawaf Salem, il cherche à protéger les intérêts d'Israël, il n'a pas les intérêts de la population libanaise, il n'a jamais réagi face aux agressions libanaises. Je n'ai pas vu une position, hein, toujours le cible de ces critiques, c'est le Hezbollah, les chiites aussi, il essaie aussi de donner un aspect communautaire, et ethnique, idéologique à la division qui règne au Liban aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi comprendre que le discours des autorités au Liban, le Premier ministre, le président, n'est pas un nouveau discours. C'est juste qu'il est beaucoup plus visible maintenant. Mais cette si vous voulez, cette schizophrénie politique au Liban entre Hezbollah ou pro-Hezbollah et des gens qui sont anti-Hezbollah et presque même prêts à normaliser avec Israël a toujours existé. C'est pas quelque chose qui vient de nulle part. C'est vraiment c'est quelque chose qui il y avait, permettez-moi, Dr Saad, vous êtes mieux placé. Il y avait d'allure, d'honneur et d'espoir avec des personnalités, Rachid Karami, Salim Al-Hoss, Salim. Oui, bien sûr. Il y avait d'allure, mais après ces gens, c'est la dégradation totale. Hein. Il y avait des allures, des personnalités nationalistes et tout. Oui, tout à fait. Il y avait bien sûr Salim Al-Hoss, comme vous dites, et surtout Salim Al-Hoss qui est décédé il n'y a pas longtemps, était une figure phénoménale. Mais c'est un genre de politique qui est complètement différent de la politique d'aujourd'hui contemporaine. C'est vraiment des gens qui viennent d'une autre école. C'est un autre temps. Et justement, ça fait partie plus de cette mentalité transnationale du monde arabe qui n'est plus là. Enfin, l'idée que maintenant, on est vraiment dans des... vraiment, on essaie de plus en plus de ratatiner nos frontières. Liban, Syrie, etc., comme vous voyez. Le Golfe, chacun a ses petites frontières. Et c'est des frontières imaginaires à la base. C'est des frontières militaro-sécuritaires qui ont été créées il n'y a même pas un siècle. Donc, mais là, on est vraiment dans une internalisation de ces frontières. Et quelque part, c'est comme ça qu'on accepte le projet israélien presque, on normalise parce que, bon, c'est un projet de frontières, c'est bon, on va trouver une manière de gérer la question palestinienne d'une certaine manière, ça va être plus facile comme ça. Et les grands slogans de... Il a poussé peut-être l'envoyé spécial de Trump, Barak, à qualifier la situation en confirmant qu'il n'existe pas des pays arabes, mais des tribus, rien que ça. Il n'y a pas un exercice pratique institutionnel et tout. Voilà, c'est ça. C'est ou des tribus ou des systèmes sécuritaires. En fait, c'est ironique qu'ils disent ça parce que ça a toujours été le grand stéréotype comme quoi on est des tribus. On est en partie des tribus, c'est vrai, il n'y a rien de mal à ça. Mais le problème, c'est que c'est même pas des tribus qui sont en place, c'est des structures étatiques sécuritaires qui font le job de garder une mainmise donnée sur l'économie, la politique, la culture, etc., d'une certaine géographie. C'est la même chose dans le Maghreb arabe, non? C'est la même chose dans toutes ces divisions qui existent partout sont des divisions qui servent un intérêt dominant d'une certaine classe sociale. Et c'est cette classe sociale qui font la pluie et le beau temps en Europe, aux États-Unis, etc. J'aimerais bien clôturer notre rencontre, Dr Saad, concernant la situation de l'Iran. Comment vous trouvez la situation actuelle de l'Iran? Est-ce que, d'après vous, l'Iran a conclu, a retiré des leçons?
est-ce que l'Iran en phase de préparation préventive, est-ce que l'Iran va être le prochain cible de Netanyahou, de l'agressivité continue et permanente de Netanyahou, cet gouvernement? Il est difficile de dire vraiment précisément, mais encore une fois, pour moi, je vois les guerres comme indicateur de ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Si elle s'arrête, la guerre, ça veut dire que voilà ce qu'ils ont pu faire. Enfin, c'est un peu un signe. Et je pense, encore une fois, s'il y avait un plan d'enlever le Wal el-Faqih, etc., il l'aurait fait, ou s'il pouvait y arriver. Et je pense qu'il y a un consensus que l'Iran doit rester stable pour l'instant, et qu'un changement de régime en Iran pourrait être plus chaotique qu'on ne le pense. Et je me demande autant combien Qatar joue un rôle dans ça, et le Golfe. Je pense là c'est vraiment la politique du Golfe a intérêt à ça. Je pense que le Golfe réalise de plus en plus que l'Iran n'est pas l'ennemi qu'il est. Et je pense à jouer un rôle à un peu calmer les ardeurs israéliennes. Je ne suis pas sûr. Ça, c'est vraiment une spéculation de ma part. Et donc, non, je pense que pour l'instant, en tous les cas, à part si les choses changent d'une certaine manière, je ne vois pas les Israéliens en train de recommencer une aventure en Iran. En tous les cas, il n'y a pas de justificatif. Depuis que ça s'est passé, l'Iran c'est complètement, elle n'est pas isolée, mais c'est vraiment beaucoup plus low profile, comme on dit en anglais, que ce que ça l'était il y a quelques années. Oui. Merci infiniment, Docteur Saada. J'ai senti un peu de prudence. Vous n'êtes pas tellement optimiste, mais vous n'êtes pas en même temps tellement pessimiste. Mais prudence, c'est un analyste qui n'a pas de confiance aux politiciens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on est vraiment dans une deuxième phase de la guerre, mais la guerre n'est pas terminée, oui, c'est sûrement pas. On est dans une phase beaucoup plus low scale, comme on dit en anglais. C'est à Gaza comme au Liban, et même au Yémen. Merci infiniment, Dr Saada. J'espère vous trouver la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, n'hésitez pas à soutenir notre plateforme d'information associative, de liker, de partager. Et merci et à bientôt. Merci. Allah